Bien, alors bienvenue à toutes et à tous. L'objet de cette conférence de presse, c'était, et c'est toujours à vrai dire, de parler des premières impressions que l'on peut avoir après une centaine de jours, puisque j'ai commencé le 1er février à la tête des services industriels de Genève. Et même si ce n'est pas forcément la partie la plus intéressante pour un certain nombre d'entre vous, je vais quand même vous dire que c'est une entreprise que j'ai retrouvée, je la connaissais, j'en connaissais beaucoup d'activités, puisque j'ai été conseiller d'État, notamment conseiller d'État en charge de l'énergie, et notamment j'ai été le conseiller d'État qui a proposé les modifications constitutionnelles qui ont vu les Cheneviers et les Steppes rejoindre les services industriels. Donc tout naturellement, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai fait ce que je fais toujours quand je retrouve une entreprise ou quand je rentre dans une entreprise, j'ai entrepris de faire un tour de l'entreprise. J'ai été sur la dalle des Cheneviers, j'ai vu où en étaient les gens qui réceptionnent les déchets, ceux qui sont dans la grue, où l'on met les déchets dans les fours. J'ai été autour des piscines des Steppes. J'ai retrouvé même quelques anciens collaborateurs que j'avais pu connaître à l'État de Genève. J'ai été voir les magasiniers qui travaillent au Lignon, qui réceptionnent les clients, mais qui déplacent aussi des charges extrêmement conséquentes, qui sont à la disposition des entreprises du canton pour leur approvisionnement. J'ai fait un tour dans les bureaux. J'ai été voir ceux qui négocient les tarifs, enfin les prix du gaz et de l'électricité, ceux qui sont au front qui font ce trading, pour procéder à ces achats. Et puis j'ai rencontré nos partenaires, nos interlocuteurs, toutes ces PME genevoises avec lesquelles nous sommes en contact dans nos différentes activités. J'ai rencontré les représentants du personnel et bien d'autres choses encore. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que ce que j'ai vu, partout où j'ai été, c'est des gens motivés, c'est des gens compétents, et ce sont des gens pleinement au service de notre collectivité, au service des entreprises de proximité, des entreprises de notre canton, et au service de la population. En prenant mes fonctions, je savais que SIG était confronté à deux types de défis qui vont être très importants ces 5 prochaines années. Le premier de ces défis, il est lié à l'urgence climatique qui a été décrétée par l'État. Et dans le dispositif de répondre à l'urgence climatique, SIG est en première ligne. SIG est en première ligne parce que les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre de ce canton sont liées au chauffage. Les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les chaudières. Donc, si nous souhaitons réduire de façon conséquente nos émissions de gaz à effet de serre, cela signifie très concrètement qu'il faut, idéalement, qu'il n'y ait plus de chaudières. Plus de chaudières, ça veut dire quoi techniquement ? C'est ce que l'on appelle, avec ce jargon qui est les réseaux thermiques structurants. C'est-à-dire, c'est des gros tuyaux qui passent dans les rues et par lesquels passent des énergies de chauffage renouvelables, si possible 100% renouvelables, qui remplacent les chaudières. Ce chantier est un chantier gigantesque. Vous devez vous imaginer qu'on va éventrer les rues du centre-ville pour faire passer ces tuyaux. Et ce chantier, on a un plan directeur
que l'État nous propose, pour dire les choses de façon atténuée. Et ce plan directeur, il nous dit qu'on doit faire tout ce travail d'ici 2030. Donc il nous reste, on est en 2024, il nous reste 6 ans pour faire cela, et c'est un défi gigantesque au point de vue technique, au point de vue du travail, au point de vue de la coordination avec les collectivités publiques, et aussi, bien sûr, un défi gigantesque dans la logique du financement. Deuxième défi gigantesque qui nous attend. SIG est une entreprise qui, ces 10 prochaines années, aura à renouveler près de 50% de ses collaboratrices et collaborateurs. Et c'est du reste la raison pour laquelle Robert Monin, qui prendra tout à l'heure la parole, m'accompagne à cette conférence de presse, parce que cette question de renouvellement des collaboratrices et collaborateurs n'est pas une mince chose. Les gens qui arrivent à l'âge de la retraite ou qui sont en situation de pouvoir faire valoir leur droit à la retraite anticipée se trouvent dans tous les niveaux de notre entreprise. Il s'agit aussi bien des collaborateurs qui font les tâches de terrain que des membres de la direction. D'ailleurs, parmi les membres de la direction, Robert Monin fait partie de ces personnes qui sera en situation de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite anticipée. Parmi ces personnes qui sont dans la direction, on m'avait signalé au moment où j'ai été approché pour prendre la présidence de SIG que je devrais gérer le renouvellement du directeur général. Christian Brunier avait fait savoir, assez largement d'ailleurs, qu'il entendait prendre sa retraite quand il aurait 60 ans. Or, 60 ans, il les a eus à peu près, ça doit coïncider à peu près à la fin de l'année dernière. Mais quand il s'est avéré que son départ à la retraite allait coïncider avec le départ, ou à peu près, de Michel Balestra, eh bien, ma foi, il a fallu prendre d'autres dispositions. Et Christian Brunier a accepté de différer d'une année son départ à la retraite, ce moment où il pouvait faire valoir ses droits à une retraite anticipée, et il a décidé de rester encore jusqu'au 31 mars 2025. J'ai essayé de négocier avec lui des dates un peu plus généreuses, en lui expliquant que, ma foi, renouveler un directeur général, c'était pas si simple, puis que j'aurais besoin d'être secondé encore pendant un certain temps. Mais sur ce point, il a été inflexible. Cette date du 31 mars 2025, pour lui, était vraiment une date butoir. Et c'est donc dans ces circonstances on ne peut plus prévisibles qu'il m'a envoyé un courrier, et je crois que vous devez retenir la date, qui est datée du 25 mars 2024, pour me dire, ben voilà, formellement, comme je dois annoncer ma retraite avec un préavis de 12 mois, je te l'annonce maintenant, comme ça il n'y aura pas de discussion. Et le compte à rebours va commencer à courir. On pourra commencer à organiser le recrutement du futur directeur général. D'entente avec lui, je ne sais pas, plus ou moins d'entente avec lui, en tout cas, ce courrier, j'ai voulu qu'il reste confidentiel. Parce que le 25 mars, on était en pleine turbulence médiatique. C'est pas si vieux que ça, vous devez vous en souvenir. C'était une période où on parlait beaucoup de la façon dont on calculait nos coûts d'électricité, le perte sur le courant, etc. Je dis, si on annonce maintenant que tu envisages de prendre ta retraite, ça va apparaître comme
une forme de désaveu, ou en tout cas comme une forme de reconnaissance que tu aurais pu commettre quelques erreurs ici ou là. Et donc, ce n'est pas le bon moment pour annoncer ce départ à la retraite. Donc, formellement, j'avais ce courrier, donc faire valoir ses droits à la retraite, mais dans les faits, cette information est restée entre nous de façon à l'annoncer dans un climat un petit peu plus serein. Le climat n'est pas devenu beaucoup plus serein ces derniers temps. Et finalement, en tout cas en ce qui concerne l'appréciation de Christian Brunier, il s'est considérablement dégradé. Christian est extrêmement affecté par les attaques dont il fait l'objet, et il en est arrivé au stade où il m'a dit qu'il considérait qu'aussi bien pour lui, aussi bien pour ses proches, et aussi pour l'entreprise, il était préférable qu'il parte le plus rapidement possible. Je me suis efforcé de le retenir, mais bon, après, il y a des limites, j'entends, on ne peut pas attacher les gens avec des chaînes, de sorte que je suis au grand regret d'annoncer que Christian Brunier va quitter ses fonctions aujourd'hui même. C'est le dernier jour où Christian Brunier est directeur général de SIG. Je fais cette annonce avec beaucoup d'émotion. Avec beaucoup d'émotion parce que cela fait 45 ans que Christian Brunier travaille à SIG. Il est l'exemple même de tous les discours qu'on met en avant dans tous les discours officiels sur la Suisse qui peut former ses élites à partir de gens qui ont fait un apprentissage. Christian Brunier a fait son apprentissage dans l'entreprise, il y en a gravi tous les échelons. En cours d'emploi, il s'est donné toutes les formations complémentaires qui étaient nécessaires pour assumer ses tâches, jusqu'au moment où, il y a une dizaine d'années, il a postulé au poste de directeur général, qu'il y a été désigné à la suite de toute une série d'assessments et de procédures qui ont permis de déterminer qu'il était le meilleur candidat. Et ça fait 10 ans maintenant que Christian Brunier donne vraiment le meilleur de soi-même à l'entreprise. Ça fait 10 ans qu'il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et celles et ceux d'entre vous qui ont reçu des emails provenant de Christian Brunier ont toujours été frappés par ce petit message qui est en bas de chacun de ces emails où il dit « Ne vous préoccupez pas de l'heure du jour ou de la nuit à laquelle je vous envoie ce message. Moi, j'envoie les messages lorsque ça me paraît le plus adéquat, mais je vous demande de répondre aux heures de bureau. » Cet engagement total qu'il a eu pour l'entreprise, il l'a payé. Il y a 2 ans, Christian, qui pourtant est un type assez fit, je fais partie de ceux qui envient sa silhouette, a connu une alerte cardiaque sérieuse. Il a été hospitalisé et puis très rapidement il a voulu continuer à travailler. C'est donc dire que pour lui la volonté d'arrêter à l'âge de 60 ans, c'était aussi une façon de constater qu'il avait donné le meilleur de lui-même et que le moment était venu qu'il prenne un peu de distance pour passer à autre chose. Je suis vraiment très affligé, et vous le voyez, de voir qu'un si beau parcours, un parcours aussi exemplaire, un parcours aussi important pour l'entreprise, un parcours qui a vu l'entreprise se développer de façon extraordinaire durant ces dernières années, et non seulement par rapport aux missions qu'elle a remplies, mais aussi par rapport à sa gestion financière. Christian a fait, pendant ces 10 ans, a constitué un couple avec Michel Balestra qui ont piloté cette boîte la main dans la main. Eh bien, je suis vraiment affligé de voir que
Ce parcours se termine de la façon dont il se termine aujourd'hui, avec quelqu'un qui est blessé et qui en arrive à la conclusion qu'il doit partir. Voilà une annonce que je devais vous faire. Au-delà de cela, peut-être quelques autres éléments. En ce qui concerne la gestion de l'entreprise, il me semble central que on établisse la meilleure relation de confiance avec nos interlocuteurs. Nos interlocuteurs, ce sont bien sûr nos clients. Je crois que nos clients nous font confiance. Ils savent que quoi qu'il arrive à Genève, ils bénéficieront toujours parce que cette entreprise est bien gérée. Ils bénéficieront toujours d'éclairage, d'eau, de gaz. Nos interlocuteurs, ce sont les PME genevoises. Elles aussi nous font confiance et je le sais à travers les contacts que j'ai eus avec elles. Bien sûr, c'est toujours un équilibre dynamique. Chacun souhaite que l'autre fasse un peu mieux, mais cela fait partie des règles du jeu. Nos interlocuteurs, c'est aussi les médias et c'est aussi le monde politique. De ce côté-là, j'ai le sentiment que nous avons un certain nombre de choses à faire encore. J'ai l'impression qu'ici ou là, SIG peut être perçu comme une entreprise un peu arrogante, comme le premier de classe, qui a toujours raison. Et peut-être que dans l'entreprise, cette impression peut être confortée par le fait que l'on reçoit sans arrêt des distinctions, des médailles et des récompenses pour la qualité du travail que nous faisons. Il faudrait peut-être un peu plus d'humilité. Il faudrait assurément beaucoup plus de transparence. On n'a rien à cacher. Et je trouve que ce qu'on fait, on le fait bien. Donc, c'est des raisons supplémentaires pour en parler. Et puis, il ne faut pas avoir peur de communiquer sans langue de bois et de communiquer sur véritablement ce qui se passe. Cela est important et cela est d'autant plus important que je vous ai évoqué les défis qui nous attendent. Nous n'arriverons pas dans de bonnes conditions à relever ces défis de l'urgence climatique, à relever ces défis du renouvellement de l'entreprise sans que cela ne se passe dans un climat apaisé. Alors, nous nous voyons aujourd'hui, ce n'est certainement pas la dernière fois où nous allons nous voir. Je vous donne rendez-vous aussi pour... je vous donnerai certainement d'autres rendez-vous pour que nous puissions, et j'en parlerai tout à l'heure, pour que nous puissions échanger. Dans l'immédiat, je vais essayer de vous dire de façon plus précise ce que nous avons fait et ce que nous faisons par rapport aux différentes questions qui se sont posées. Alors, commençons par le commencement. La première de ces questions, ça a été la question des pertes réseau. Qu'avons-nous fait par rapport aux pertes réseau? Un certain nombre de choses. La première, bien sûr, c'est que nous avons accepté les recommandations de la Cour des comptes. On s'est dit que ce n'était pas la peine d'ergoter, qu'il fallait entièrement ratifier ces recommandations et les mettre en œuvre. La deuxième, elle est un peu plus institutionnelle, c'est que nous avons pris rendez-vous avec les différentes commissions parlementaires concernées pour nous expliquer. Au-delà de cela, 3 actions fortes. La première, c'est le remboursement. Dans le cadre de l'audit, nous nous sommes engagés à rembourser une somme de 22 millions. On peut se dire pourquoi 22 millions, pourquoi est-ce qu'on fait les calculs sur 15 ans, légalement ça aurait pu être que 5, etc. C'est 22 millions. On aurait pu aussi, en mettant en application les recommandations de l'audit, procéder à ces 22 millions de remboursements par des jeux de compensation, et finalement personne n'y aurait rien vu. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons fait un choix beaucoup plus compliqué qui consiste à marquer ce remboursement. Donc, à partir, je dirais plutôt, parce qu'il faut mettre cela en place, je dirais du mois de juin et en fonction du rythme auquel les factures arrivent, les consommateurs d'électricité
recevront sur leur facture la mention du montant qui est remboursé pour que chacun voie de façon transparente ce que signifie ce remboursement. Ceci dit, ne vous emballez pas trop, c'est pas avec ces sommes d'argent que vous allez partir en vacances. Si vous lisez le rapport de la Cour des comptes, il dit qu'il s'agit d'un montant en moyenne de 80 francs par consommateur, mais une moyenne, c'est une moyenne, et très concrètement, pour les petits consommateurs que nous sommes tous, ça veut dire une somme de l'ordre d'une vingtaine de francs, et puis pour les gros consommateurs, qui sont des entreprises qui consomment des grosses quantités d'électricité, ça pourrait être quelques centaines de francs ou quelques milliers de francs. Ça reste toujours des sommes qui ne sont pas celles qui vous envisagent de faire des folies. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une transparence sur ce qu'implique ce remboursement et chacun pourra l'évaluer. Deuxième élément, et ici je rappelle un certain nombre de choses qui sont sues, mais je crois qu'il est utile de les rappeler à un moment donné de façon synthétique. Nous avons décidé de lancer un audit sur les tarifs de l'électricité, mais également un audit sur les tarifs du gaz. Cet audit, il a été confié à une entreprise qui s'appelle Swiss Economics et avec comme consultant de cette entreprise Matthias Finger. Alors, le nom Matthias Finger, à certains n'évoque pas grand-chose. À ceux qui connaissent un petit peu le marché de l'électricité, ça doit évoquer quelque chose, parce que Matthias Finger, c'est un professeur de l'école polytechnique de Lausanne, aujourd'hui à la retraite, qui a toujours été le chantre de la libéralisation des marchés de l'électricité. Donc, nous avons volontairement confié cet audit à quelqu'un qui va exercer un regard extrêmement critique sur nos tarifs et nous attendons de cet audit, bien sûr, qu'il nous permette de faire mieux. Moi, je ne serais pas du tout vexé si les conclusions de l'audit nous disent qu'il y a tel ou tel point où on peut s'améliorer. C'est toujours bon à prendre. Je pense qu'on a besoin de cet audit et pour que chacun soit rassuré et sache que la facture d'électricité qu'il paye, eh bien, elle correspond véritablement à la prestation qui est délivrée. Et puis, comme nous devons soumettre nos tarifs d'électricité au Conseil d'État d'ici la fin du mois de juin, je pense que le Conseil d'État sera à l'aise de pouvoir adosser ces futurs tarifs d'électricité sur un audit qui a été fait par un expert indépendant. Permettez-moi cependant ici une petite considération générale. Les services industriels pratiquent les tarifs d'électricité les moins chers de Suisse avec, je crois, Obwald ou Nidwald, je ne sais pas, un des deux. Bref, nous sommes le canton suisse urbain qui a les tarifs les plus bas de Suisse. C'est vous dire aussi que, intuitivement, j'ai quand même l'impression qu'on ne va pas trouver des choses terribles, parce que c'est difficile de faire beaucoup mieux quand on est déjà les moins chers. Et on m'a soumis hier un graphique qui montre comment nous avons évolué dans cette comparaison intercantonale. Il y a 7 ou 8 ans, on était au milieu du peloton. On devait être 16e, les 16e en Suisse. Aujourd'hui, on est les 2e. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez formidable qui s'est passé et qui témoigne quand même de beaucoup de sérieux, de beaucoup d'engagement dans le domaine de l'électricité. Quoi qu'il en soit, on verra bien ce que l'audit d'Economics nous réserve. Et puis, dernier élément, toujours sur les histoires de pertes sur les réseaux, nous avons lancé une enquête administrative. Une enquête administrative qui doit viser à répondre à 2 interrogations. L'interrogation numéro 1, c'est dans quelles conditions est-ce que on a fait le choix en 2018 ou en 2019 d'adopter telle méthode plutôt que telle autre en ce qui concerne le calcul des pertes réseau.
Il y a eu un débat dans l'entreprise. À un moment donné, on a décidé d'une méthode. Cette méthode, 4 ans plus tard, la Cour des comptes a dit que ce n'était pas la bonne, puis qu'il fallait employer une autre, d'accord. Mais dans quelles conditions a-t-on fait ce choix? Y a-t-il eu des indications qui ont été cachées? Y a-t-il eu des gens qui ont donné des instructions, qui ont interféré dans le processus, etc. Ces questions doivent trouver une réponse. Et le fait de faire le choix de l'enquête administrative, ça veut dire aussi qu'on se réserve la possibilité, cas échéant, de pouvoir prendre des sanctions. Dans la même enquête administrative, nous demandons également que des investigations soient faites sur la façon dont la Cour des comptes a été reçue. Puisque pour ceux qui ont lu le rapport de la Cour des comptes, vous lirez que l'enquêteur trouve qu'il n'a pas été très bien reçu par l'entreprise, qu'il a eu le sentiment qu'il y avait des réticences, enfin je ne sais plus quel est le terme qui est employé, mais c'est l'impression qui se dégage de ce rapport. Ici aussi, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé. Donc l'enquête administrative porte également sur la façon dont l'audit de la Cour des comptes s'est déroulé et s'il y a eu la volonté de cacher des informations, de mal aiguiller l'enquêteur, etc. Ces questions sont importantes. Je tiens à insister sur le fait que le mandat d'audit est libellé de telle sorte qu'il concerne absolument tous les collaborateurs de l'entreprise. Et je le sais bien, puisque il m'appartient de signer les demandes de levée de secret de fonction qui me sont soumis par l'enquêteur qui procède à l'enquête administrative. Et je peux vous dire à cet égard que vraiment les noms que je vois défiler, ce n'est pas des gens qui relèvent les compteurs. Ça se passe à tous les niveaux de l'entreprise absolue. Donc voilà, j'ai l'impression qu'avec tout cela, on aura fait le maximum pour être transparent, pour en savoir le plus possible par rapport à cette question des pertes réseau, pour essayer d'avoir, disons, les conclusions les plus irréfutables, et aussi pour prendre les mesures adéquates concernant les montants qui doivent être remboursés, ça c'est simple, parce que c'est monétaire, mais cas échéant aussi les mesures adéquates en matière d'organisation et en matière d'évaluation du comportement des personnes qui sont concernées. Le deuxième élément qui est sorti récemment dans les reproches qui ont été faits à l'entreprise, c'est le fait d'avoir favorisé, à l'occasion de ce recrutement, tel ou tel qui avait un lien de proximité avec le directeur général. Vous avez constaté que je n'emploie pas le terme de népotisme et que je suis prudent dans ce que je dis, parce qu'ici on parle de choses sérieuses. C'est grave de favoriser l'un de ses proches dans le cadre d'une entreprise, et si c'est avéré, c'est extrêmement problématique. C'est extrêmement problématique comme comportement, c'est aussi extrêmement problématique pour l'entreprise qui n'aura pas su mettre en place les bonnes procédures pour éviter que ce genre de comportement puisse se produire. Donc c'est une accusation que nous prenons au sérieux et qui intervient du reste au moment même où il y a un processus qui a déjà démarré il y a plusieurs mois de réexamen des cas de récusation et notamment liés aux questions d'engagement, mais pas seulement, c'est de façon générale les cas de récusation dans l'entreprise. Donc, je vous le dis parce que c'est pour vous expliquer les démarches que nous avons entreprises. Alors, d'une part, nous sommes en train de rechercher l'auditeur externe dont on veut qu'il soit le plus indépendant de l'entreprise pour lui demander de répondre à 2 questions.
La question numéro 1, c'est de savoir est-ce que nos procédures sont adéquates? Est-ce que nos procédures sont celles que l'on peut s'attendre à avoir suivies dans une entreprise telle que la nôtre? Puis la question numéro 2, c'est est-ce que ce règlement que nous avons sur le feu, est-ce qu'il est perfectible? Est-ce qu'il pourrait nous aider à faire encore mieux? Et enfin, la question numéro 3, est-ce que dans les cas qui ont été dénoncés, est-ce que ces procédures ont été appliquées? Est-ce que l'on peut constater qu'il y a eu une dérive ou une autre? Je ne peux pas vous donner aujourd'hui une date de restitution de ce mandat d'audit, il faudra en discuter avec l'auditeur, mais évidemment, notre souhait, c'est que ce mandat se termine le plus rapidement possible, parce qu'on a besoin que cette question soit réglée. Au-delà de cela, évidemment, sur cette base, on pourra se poser ensemble toutes sortes de questions. Si on estime qu'on doit rentrer dans des zones où les questions d'engagement ne doivent pas uniquement être liées au processus d'engagement et à la proximité des personnes engagées avec des gens qui sont dans l'entreprise et qui ont un pouvoir de décision, mais que également il faut étendre cela à l'idée qu'il y a des gens qui ne sont pas éligibles à certaines fonctions parce qu'il faut les exclure du périmètre de l'entreprise. Ma foi, tout peut se discuter, mais il va de soi que si on commence à faire des choses trop créatives dans ce domaine, on ne va pas les faire tout seul. Il est important que cela soit fait de façon coordonnée avec l'État, avec les autres établissements publics, de sorte qu'il y ait une même doctrine qui s'applique. Et je conclurai, en tout cas provisoirement, pour vous faire part sur ce point, parce que ça me permet de rebondir là-dessus, d'une de mes préoccupations. Nous allons engager, vous l'avez entendu, nous allons remplacer à peu près la moitié de nos collaboratrices et collaborateurs. Robert Menin va vous indiquer maintenant quel genre de critères techniques, disons, vont être mis en œuvre. Pour moi, parmi tout ce qui relève de ce que l'on peut appeler le savoir-faire, il y a quelque chose d'essentiel qui relève du savoir-être. Il me paraît essentiel qu'une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise dont la sphère d'intervention, très volontairement, et ça c'est une stratégie d'entreprise qui existe depuis des dizaines d'années, et la sphère, on est multifluide, mais on est multifluide pour le canton de Genève et ses environs immédiats. Il est indispensable qu'une entreprise comme la nôtre mette au premier plan des valeurs de proximité. Proximité avec les entreprises locales, proximité avec nos clients. La proximité, elle implique, de par la force des choses, que les gens qui travaillent dans cette entreprise soient des gens qui connaissent un petit peu le terreau local. Et à SIG en particulier, c'est très fréquent qu'on soit dans une situation où c'est les enfants qui soient là. Ma secrétaire, son papa travaillait dans l'entreprise. Et ces exemples, ils sont innombrables. Je regarde où se trouve Madame Dupont-Zamperelli. Eh bien, peut-être certains le savent, son papa, Bernard Dupont, avec lequel j'ai eu le plaisir de siéger au sein du conseil d'administration, était vice-président du conseil d'administration. Et alors, est-ce mal qu'il ait réussi à transmettre à sa fille l'amour de SIG? Et est-ce mal que 12 ans, je crois, après que Bernard ait quitté le conseil d'administration, on ait reconnu ses talents et ses mérites et qu'elle ait été engagée? Moi, je pense que c'est plutôt bien. Je pense que c'est plutôt bien parce que c'est plutôt bien que cette entreprise genevoise ait aussi un souci de recrutement de proximité. Voilà, ça c'est des considérations de nature générale. Le fond, il n'est pas là, évidemment. Quand on parle de favoriser des gens, quand on parle de népotisme, on ne parle pas de dire qu'il faut forcément engager des gens qui habitent à 300 km d'ici et qui ne connaissent strictement rien des services industriels. On parle de quelque chose qui relève
de comportements qui n'ont pas lieu d'être parce qu'ils pourrissent complètement l'ambiance de travail dans une entreprise quelle qu'elle soit, et sur ce point doit être investigué. Pour le reste, pour les développements que l'on peut imaginer, etc., il faudra bien réfléchir de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, j'ai fait à peu près la demi-heure pour laquelle je comptais intervenir, donc j'ai été relativement discipliné. Robert Menin va être un peu plus bref. Merci, Président. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas faire très très long, hein. Je vais juste préciser certains éléments et vous donner des éléments aussi par rapport à la suite, avec l'annonce évidemment du départ de notre directeur général. Vous vous poserez certainement la question de savoir comment est-ce qu'on organise la suite, et là je vous donne juste une indication par rapport à la gouvernance, hein, comment c'est organisé. Donc à partir de demain, au 1er mai, la gouvernance en fait provisoire de l'entreprise, si je peux dire ça comme ça, puisqu'on a déjà lancé, comme le disait notre président, la procédure de recrutement, hein, puisqu'il était déjà dans le pipe, disons qu'il parte. Et donc on a déjà commencé ce processus de recrutement, donc on va poursuivre ça. Et en attendant, c'est le directeur général adjoint, donc M. Alain Sbinden, que certains d'entre vous connaissent déjà, puisqu'il avait déjà fait cette responsabilité une fois aussi, il y a quelques années en arrière, qui prendra le lead au niveau opérationnel. Mais il ne sera pas seul. Il y a une répartition des tâches entre le président et la vice-présidente pour répartir un petit peu les responsabilités, mais au niveau de la direction générale, c'est donc Alain Sbinden qui va garantir la suite par rapport au départ de Christian Brunier. Voilà. Évidemment, les membres de la direction générale seront avec lui aussi. L'autre élément que je voulais vous reprendre avec vous, c'est un petit peu ce défi du remplacement qui générera évidemment énormément de recrutement. Notre président l'a mentionné, c'est un défi qui est énorme. Quand on parle de 50% de la population qui vont prendre la retraite, des personnes qui vont prendre la retraite d'ici 10 ans à peu près, on parle quand même de 800 personnes. Et 800 personnes, ce sont des talents, ce sont des profils qui sont très, très spécifiques, mais très généralistes aussi pour certains. Et c'est surtout, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir trouver les bons profils, donc les bonnes compétences. Et puis les bonnes compétences signifient, comme le dit notre président, aussi pas seulement les compétences métiers, qui par ailleurs ne sont pas encore très très bien définies pour certains métiers, puisque nous sommes en train de créer des métiers dans la transition énergétique et des transitions aussi environnementales pour demain. Donc ça, c'est tous les enjeux que nous avons. Mais aussi, et c'est ce qui est le plus important pour nous, c'est de nous assurer de la cohérence en fait du savoir-être aussi par rapport à la culture d'entreprise que nous avons, parce que nous sommes assez bien placés aujourd'hui pour savoir que dans la compétition, si on est dans ce terme-là, de compétition par rapport à ces compétences, c'est au niveau du savoir-être, au niveau de la différence du savoir-être que nous allons pouvoir attirer des talents qui nous importent pour la suite. Et c'est ça qui est important. Et je crois que cet enjeu de passer d'un SIG aujourd'hui tel que nous l'avons, avec tout ce que ça signifie en termes de compétences, vers ces nouvelles compétences, ça demandera des enjeux, des défis extrêmement difficiles à relever. Et ces défis à relever sont des défis qu'on n'est pas seul à relever, puisqu'en fait toute la branche est dans cette situation-là. Voilà, mesdames et messieurs, moi je ne veux pas aller plus loin parce que je pense qu'il y a pas mal de questions et je suis évidemment avec le président à disposition pour répondre à des questions. Merci beaucoup. Alors, je reprends brièvement la parole parce que, comme vous le savez, j'improvise passablement. Pour vous dire quand même un élément assez important, il y avait une séance du conseil d'administration aujourd'hui. Ce n'était pas une séance extraordinaire, elle a été prévue de longue date. Elle était dans l'échéancier annuel des séances du conseil. Mais lors de cette séance, le conseil d'administration a ratifié les mesures d'organisation qui viennent d'être très brièvement évoquées, c'est-à-dire... tout d'abord, Alain Sbinden, qui va jouer le rôle... Je vais poser ça qui va jouer le rôle de pilotage opérationnel, qui va conduire les séances de comité de direction. Et puis, d'autre part, les tâches de représentation que j'assumerai avec la vice-présidente, Madame
Julie Udry, ce qui paraît finalement assez simple. Il fallait décharger un petit peu Alain Sbinden, comme de toute façon, là, on rentre dans une phase où presque une fois par semaine, si ce n'est deux, j'accompagnais Christian Brunier à des séances au Grand Conseil. Là, je ne serais pas accompagné par Christian Brunier, mais par le collaborateur ou la collaboratrice d'entreprise qui a les compétences métiers pour répondre aux questions. Et puis je parlerai un peu de la stratégie de l'entreprise à ces occasions, parce que j'ai évoqué assez brièvement ce que nous faisons, mais pour ceux qui connaissent un peu le monde agricole, vous savez qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'irrigation. Pour ceux qui connaissent un peu le monde du photovoltaïque, vous savez que, et en lien avec le monde agricole et de façon générale, en lien avec tous les propriétaires, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le développement du photovoltaïque, etc. Et toutes ces questions de politique de l'énergie ou de politique de l'eau ou de politique environnementale, ça se traduit assez normalement dans le débat politique par le biais de motions, par le biais d'interpellations. Et bien sûr, tout logiquement, les services industriels sont appelés à s'exprimer sur ces questions-là, au-delà évidemment des questions institutionnelles, des comptes, du budget. Donc voilà, ce n'est pas les occasions d'aller voir les députés qui manquent. Et finalement, comme de toute façon, en qualité de président, cela fait partie de mes fonctions, je peux décharger, excusez-moi, Alain Sbinden de cette tâche. Et puis Julie Udry me donnera un coup de main de façon générale dans les tâches de représentation de l'entreprise. On verra concrètement comment les choses vont se partager, en espérant que nous aurons le plus rapidement possible une nouvelle directrice générale ou un nouveau directeur général au terme de notre processus de recrutement. Voilà, à vous la parole pour les questions. Vas-y. Monsieur le Président, question très simple. Quelles sont les conditions financières qui encadrent le départ de Christian Brunier? Disons, ce sont les conditions financières les moins avantageuses, je dirais, au fond, mais c'est les conditions financières dont on a convenu. Dès le moment où c'est Christian Brunier qui a demandé à partir, normalement, il aurait eu son droit au salaire jusqu'au 31 mars de l'année prochaine, mais puisqu'il a demandé de partir, on met fin à sa demande de façon un petit peu anticipée à ce délai de résiliation. Donc, il touchera son salaire jusqu'à la fin du mois d'avril. Il a, sauf erreur de ma part, mais alors là on rentre dans des petits calculs qui ne relèvent pas totalement de ma compétence, un solde de vacances à prendre, il les prendra, et puis voilà tout. Pas un montant. J'en sais rien, c'est le quart de mon montant de parachute doré, enfin vous voyez venir. C'est ça que vous voulez parler, non. Alors, malheureusement, pour les gens que nous allons recruter, dans les régies publiques, ce genre de choses n'existe pas. Et puis, si vous voulez aller, vous me tendez la perche pour dire des trucs que j'ai pas envie de vous dire, mais continuez avec vos questions, alors. Dernière question, avant que mes confrères puissent s'exprimer sur la question des audits. Alors, on a compris. Non, alors, je vous dis quand même, je pensais que vous alliez poursuivre sur les questions de rémunération. Écoutez, allez-y. Alors, je vous raconte. En sa qualité de directeur général, Christian Brunier a droit à un bonus. Voilà. Alors, on aurait pu, dans la logique des choses, concernant l'année 2024, il aurait dû avoir un bonus calculé pro rata temporis sur 4 mois. Cela aussi, il y renonce. Et puis, c'est assez logique, je veux dire, on ne va pas commencer à calculer de façon théorique quelles auraient pu être les prestations, etc. Combien même les conditions de ces bonus reposent très largement sur le bon fonctionnement de l'entreprise. On laisse tomber tout ça, donc il touche vraiment son salaire jusqu'à aujourd'hui, et puis c'est fini. Donc, il renonce au bonus qui a été accordé au mois d'avril? Non, alors je ne comprends pas la question, il faut être plus précis. Il y a eu un bonus qui a été accordé en 23 sur l'exercice 2022, oui, et il y a un bonus accordé en 24 sur l'exercice 2023. Oui, alors il y a les années qui se suivent, et alors l'année 2023 implique un bonus pour 2023 qui sera versé comme à tous les collaborateurs, et l'année 2024 implique un bonus pour 2024 auquel Christian Brunier renonce.
Mais vous aviez une autre question, je crois. Non, enfin j'avais une autre question, mais je ne vous comprends pas, parce qu'un bonus a été versé en avril, sauf erreur. Oui, mais c'est pour l'année 2023, c'est pour D'accord, l'année mais ce précédente. bonus n'a pas encore été annoncé dans les rapports financiers. Oui, enfin, il en fait partie. Je crois qu'il y a d'une... non, attendez. Je crois que soyons clairs. Le bonus pour l'année 2023 est annoncé dans les rapports financiers 2023 et il est public. Je crois, sauf erreur, il est même sur notre site. Donc il n'y a qu'à aller voir sur le site, puis on le trouve, il y a le chiffre. Il y a un décalage, parce que le bonus annoncé en 23, c'est le bonus qui est basé sur, qui a été versé d'avant. Pour 23, il y aura le bonus 23, puis pour 24, il n'y en aura pas. C'est ça l'annonce que je vous fais. Pour le reste... Vous n'avez pas répondu à ma question, désolé, mais au mois d'avril, la direction générale et les collaborateurs ont reçu un bonus dans le salaire du mois d'avril. C'est juste. Monsieur Mena il ne va pas rembourser le bonus qu'il a déjà reçu. Comme moi, je ne touche pas de bonus, je vais lui donner la parole. Le bonus 23 est dû pour 23 et il est payé en avril. 2024. Oui. C'est jour avril l'année suivante. Et ça, oui, il le reçoit. Le bonus 24, qui sera payé en 25 pour tous les collaborateurs, qui, lors d'une situation comme celle de M. Brunier, il devrait partir, on fait normalement un prorata temporis des 4 mois qui se sont écoulés, et puis le calcul qui est fait sur ces 4 mois écoulés, le bonus entre guillemets 4 sur 12, si je peux dire ça comme ça, c'est normalement payé avec le départ de la personne en pré-retraite, puisque c'est ça dont on parle. Et là, lui, non. Il n'y aura pas de bonus 24 payé avec son départ. Il aura juste son salaire, qui a été payé jusqu'au 30 du 4, c'est déjà tombé, donc il n'aura rien de plus. Et puis il y a les différents éléments qui consistent, la fin de rapport de service, entre guillemets, pré-retraite, cette fois-ci, parce que la pré-retraite, il y a des éléments qui sont des calculs pour solde de tout compte, mais il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de parachute doré, et c'est ça votre question, et c'est ça qui est important, il n'y a pas ça. Deuxième question, désolé de vous prendre du temps, mais sur les pas de problème, les audits, vous le prenez au détriment de vos collègues, mais c'est eux qui décident, oui. Après, il faut répondre de façon claire aussi. Oui, bon. Il y a des audits qui ont été lancés. Confus, mais on n'a pas ce talent que vous avez pour les Il y a des audits qui ont été lancés. On vous remercie de nous l'avoir informé, notamment un troisième sur la question plus générale du népotisme. Sur les audits et administratifs et sur la question délicate des tarifs, pourquoi est-ce que c'est les SIG qui commandent ces audits et pas, par exemple, la Cour des comptes ou la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil ? Faut leur demander. Mais disons, pour nous... C'est vous qui avez pris cette décision. C'est vous qui devez nous répondre. Non, mais pour nous, il nous a semblé logique. Je crois d'ailleurs avoir assez clairement répondu, mais je veux bien dire un peu les mêmes choses différemment. En ce qui concerne la question des tarifs, nous devons, autour du mois de juin, soumettre au Conseil d'État nos propositions de tarifs d'électricité pour l'année suivante. Donc, dès le moment où, sur l'histoire des pertes réseau, il y a eu des interrogations qui ont été faites, puis un rapport de la Cour des comptes, eh bien, il nous a semblé adéquat d'avoir un avis extérieur sur nos tarifs, de sorte que le Conseil d'État sache que les tarifs que nous lui proposons, ce n'est pas uniquement une création SIG, mais c'est une création certifiée en quelque sorte. D'où l'audit que nous avons lancé. Je voulais vous en parler tout à l'heure, mais je peux vous en parler tout de suite. En gros, tous ces éléments, audit, enquête administrative, etc., les délais d'échéance que nous fixons, c'est des délais d'échéance qui arrivent à peu près fin juin. Donc, sur les tarifs, en tout cas, on va faire en sorte que les délais soient respectés, parce qu'on en a besoin d'ici fin juin. Les autres, je veux dire, c'est les enquêteurs, ils sont indépendants, ils travaillent à leur vitesse. Le deuxième élément, en ce qui concerne l'enquête administrative, ça tombe sous le sens que c'est de notre responsabilité d'employeur, et accessoirement, c'est de notre responsabilité de conseil d'administration de nous assurer que l'organisation de l'entreprise est adéquate. Donc c'est assez logique que si on nous indique qu'il y a des problèmes dans notre organisation, qu'on investigue là-dessus, puis qu'on essaye de faire correctement ces investigations. Dans le même temps, nous avons été, le Conseil d'État est bien sûr informé de tout ce que je vous dis,
et les députés aussi. Alors, il y a un secret des discussions au sein de la commission de contrôle de gestion, mais je ne crois pas dévoiler trop de secrets en disant que nous avons demandé à être auditionnés par la commission de contrôle de gestion, de même que par la commission des services industriels et de l'énergie, et que nous leur avons indiqué les démarches qui étaient en cours, et que nous leur avons indiqué que, bien sûr, quand on aurait ces différents rapports, on les leur communiquerait. Puis voilà. Puis à partir de là, ça me paraît raisonnable que, mais ça appartient au Grand Conseil, que le Grand Conseil se dise, j'attends de voir ces rapports, puis s'ils ne me conviennent pas, je vais plus loin. Enfin bon, les députés font ce qu'ils veulent, le Conseil d'État fait ce qu'il veut, et nous, il me semble que c'est normal, je vous ai parlé tout à l'heure de transparence, c'est normal que nous essayions d'en savoir le plus possible sur ce qui s'est passé, et puis que nous nous engagions à communiquer là-dessus. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, M. Breton, peut-être, d'abord. À d'autres, juste une question concrète sur la durée de recrutement de votre futur directeur général. 6 mois? C'est assez aléatoire, disons. Si ça dure longtemps, on ne sait pas. Ça peut durer 1 année. Si ça va vite, ça peut durer 6 mois. Mais c'est assez compliqué parce que, vous voyez, il faut d'abord être très au clair sur le profil que l'on recherche et l'offre d'emploi. Il faut ensuite, et cela passe par des processus internes où il y a plusieurs boucles de rétroaction qui passent y compris par le conseil d'administration pour valider tout cela. Ensuite, il faut faire le recrutement proprement dit. Ensuite, il faut que les meilleurs candidats puissent être déterminés. Ensuite, il y a les processus d'assessment pour ceux qui restent à la fin. Et puis, en finale, il faut aussi considérer une chose. C'est que peut-être bien que la personne que vous allez recruter, vous allez le trouver à l'office du chômage. Mais peut-être bien que ce n'est pas le cas aussi. Donc, si c'est une personne qui doit quitter son emploi, elle a elle-même des délais aussi pour annoncer son départ. Donc, je ne sais pas, Robert Monin, s'il peut nous en dire un peu plus, mais disons de mon expérience personnelle, pour avoir fait quelques-unes de ces procédures, je dirais que si ça va vite, on est plutôt dans les 6 mois. Et puis si ça va moins vite, on est dans les délais d'1 année. Et c'est précisément la raison pour laquelle Christian Brunier, qui voulait quand même ne pas partir sans qu'il y ait un nouveau directeur ne soit nommé, avait envisagé de rester encore 1 année pour qu'on puisse aller sereinement jusqu'au bout de ce processus de recrutement. Il va de soi que, vu la situation dans laquelle on se trouve, on va se donner beaucoup moins de marge. C'est-à-dire partout où on pourra gagner un petit peu de temps, on va accélérer le mouvement parce que c'est confortable pour personne de se retrouver avec cette charge supplémentaire de devoir assurer la fonction de directeur général. Si on a un directeur général, tout de même, c'est parce qu'il fournit un certain nombre de prestations. Innombrables. Chaque candidat passe par un grand nombre d'assessments. Quand j'ai les journaux, je vois apparemment que c'est une procédure qui est assez prisée. Oui. Si j'ai bien compris, concernant l'audit externe sur ces recrutements polémiques, vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un, c'est exact? On est en train de le chercher. On a à peu près le mandat d'audit. Mais maintenant, il faut que... Vous savez, tout ça, c'est relativement récent. Donc déjà, il faut déjà prendre la décision de faire cet audit externe. Et puis, maintenant, il faut trouver quelqu'un. Je dirais, c'est toujours difficile de s'engager sur les délais parce que des fois, on arrive à les tenir, puis des fois, on ne les tient pas. Mais probablement, on devrait avoir trouvé cet auditeur avec un peu de chance d'ici la fin de la semaine. Et puis, après, on verra avec lui combien de temps il a besoin. Et on essaiera de lui dire que le plus rapide est le mieux. Mais là aussi, si vous voulez qu'il puisse travailler de façon indépendante, il ne faut pas non plus lui dire après, il faut que tu me rendes ton rapport dans 2 jours. Parce que là, vous saurez que vous risquez d'avoir un rapport, un peu vite fait sur le gaz. Oui. Des recrutements, sans remettre en question la procédure, qu'est-ce que vous répondez à la problématique du bon sens, en fait, de l'apparence de favoritisme, même s'il n'y a pas de problème dans la procédure? Moi, j'aimerais pas trop répondre en l'absence de ce rapport. Je ne veux pas vous dire des choses
Et qu'on me dise, ouais, mais attendez, lors de la conférence de presse, vous nous avez dit je ne sais pas quoi, et puis la réalité est différente. Ce que je vous dirais simplement, c'est que les postes, il y a 1700 collaborateurs dans l'entreprise. Les postes dont on parle, ce n'est pas des postes de direction, et que pour des postes de ce genre, il y a des recrutements qui doivent se faire à peu près tous les jours. Donc voilà, ce qui est préoccupant, c'est pas qu'on puisse... On parle de proches qui sont de l'ordre du neveu, je sais pas quoi, mais vous auriez dit quoi si on parlait de celui avec lequel vous faites du judo, vous êtes dans le même orchestre, ou la proximité, elle se limite pas aux liens familiaux. Vous pouvez avoir un ami qui est très proche, que vous n'êtes pas marié avec lui. Bon, donc ce qui est décisif, à mon sens, pour le bon fonctionnement de l'organisation, et ce sur quoi j'aimerais avoir des indications extrêmement claires, c'est y a-t-il eu une intervention dans le processus de recrutement? Et au-delà de cela, s'est-on trouvé dans une situation où il y a des rapports hiérarchiques directs entre les uns et les autres? Notez bien que sur ce point, on peut se poser toutes sortes de questions, et je ne vais pas commencer à faire des analogies et des comparaisons. Mais à tout le moins, il faut être certain qu'il n'y a pas eu d'intervention dans le processus de recrutement. Est-ce que nos procédures garantissent qu'il n'y a pas d'intervention dans le cadre du processus de recrutement? C'est ça qui est grave. Et quand on parle de l'accusation qui vise à favoriser quelqu'un, c'est très précisément de cela que l'on parle. D'une conduite active qui aboutit à favoriser l'un par rapport à l'autre. C'est là le noyau du problème. Après, on peut toujours trouver des choses un peu par là, mais après ça devient bien compliqué parce que on rentre dans des choses très fluctuantes. Mais quoi qu'il en soit, inutile d'en parler maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Quand on aura un rapport, on pourra en discuter ensemble. Et je vous promets qu'on en discutera ensemble. Voilà. Merci. On a pu lire que il y a 2 beaux-fils, une de leur épouse et un neveu. Est-ce que vous avez connaissance d'autres personnes dans le cadre familial de M. Brunet qui ont été engagés ces dernières années? Là, on parle de 4 personnes. Et puis, deuxième question, vous avez dit qu'il est très affecté, M. Brunet, c'est ce qu'il vous a exprimé aujourd'hui au sein du cadre du conseil d'administration. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Non, je ne vous ai pas dit qu'il l'a exprimé dans le cadre du conseil d'administration. Ouais, bref, il va parler avec vous. Je vous ai dit qu'il est très, très affecté, c'est évident. Voilà, mais est-ce qu'il vous a dit quelque chose de plus, surtout par rapport aux engagements? Il a le sentiment de faire l'objet de polémiques particulièrement injustes. Alors, c'est toujours l'histoire de dénonciation. Moi, on m'a dit, on m'a dit qu'il y avait, il y a une dizaine d'années, la précédente épouse de Christian Brunier aurait été engagée à titre temporaire pendant quelques mois par l'entreprise, et puis que cet engagement a pris fin au moment où Christian Brunier a exercé des responsabilités qui auraient pu créer un lien hiérarchique avec elle. Voilà. Mais encore tout cela, c'est à contrôler. Moi, je suis sûr, on m'a dit que j'attends vraiment, c'est pour ça que je demande cet audit, pour savoir ce qui s'est passé. Monsieur Monin, vous pouvez nous en parler, Monin, vous qui êtes en charge des relations humaines. Au micro, s'il vous plaît, comme ça on vous entend bien. Oui. Alors sur ce point-là, ce que le président vient de dire, oui, il y a la collaboration donc avec l'ancienne épouse de M. Brunier qui a eu lieu entre, sauf erreur, octobre 2008 et avril 2000, fin mars, avril, début avril, jusqu'au 1er avril 2009. Et le 1er avril, c'est la date du début de la prise de fonction de Christian Brunier comme directeur des services partagés. Le département, enfin la direction dans laquelle cette dame était. Donc, c'est à sa demande qu'il a justement dit, OK, incompatibilité par rapport à ça, et son contrat a été terminé, parce que c'était un contrat intérimaire. Il n'a pas été renouvelé. Il n'a pas été renouvelé, oui. Et il n'était pas directeur général à l'époque, mais enfin peu importe, j'entends. Voilà. Alors c'est on essaye d'être complet. Après, il y a peut-être d'autres choses qu'on ne connaît pas, parce que ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas en parler. Voilà. Justement, parlons peut-être de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais je m'adresse du coup peut-être à M. Monin, mais
vous dites la question des interventions dans le processus, c'est ça qui va être discuté et enquêté, voilà, par l'auditeur externe. Est-ce que vous avez entendu, nous avons des informations, par exemple, que en tout cas dans un cas de recrutement, il y a eu intervention d'un supérieur hiérarchique sur la personne qui recrutait les gens pour dire voilà, il faut engager cette personne, bien que cette personne n'ait pas été sur la shortlist du recrutant. Est-ce que ce type d'élément vous est remonté déjà à ce stade? Est-ce que vous avez enquêté là-dessus ou est-ce que vous laissez toute cette partie-là à l'auditeur externe? Peut-être qu'il y a des compléments à dire, mais moi, je préside un conseil d'administration et chacun fait son boulot. Mon boulot à moi, c'est de m'assurer que cette boîte fonctionne correctement, que les procédures sont appliquées, et puis s'il y a des dysfonctionnements, de les corriger. Enfin, de donner les instructions pour qu'ils soient corrigés. Je ne vais pas moi-même mener les enquêtes, c'est absurde, et si je m'amusais à le faire, je le ferais mal, parce que ce n'est pas mon métier. Donc c'est précisément pour cela qu'on a pris la décision de désigner un enquêteur externe, et que cet enquêteur externe doit nous amener les éléments. Puis on verra bien, sur la base de cet audit, peut-être qu'il va soulever d'autres questions, des questions du type de celles que vous posez, d'autres encore, et puis on verra ce qu'on en fera, mais c'est très difficile de parler de quelque chose qui n'existe pas, et ce qui n'existe pas, c'est ces informations que nous attendons de cet audit. Et là, on parle de choses réellement sérieuses, donc il faut faire ça sereinement et proprement, et se donner les moyens pour savoir très précisément ce qui s'est passé. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a des éléments d'information supplémentaires. Alors, moi, j'ai pas des informations précises par rapport à ça. J'ai entendu la même chose, oui, ça m'est remonté. Ouais. Mais pour d'autres cas aussi, il y a toujours dans ce genre de situation-là plein de personnes qui ont plein d'informations. Mais c'est bien l'objet de l'audit, sincèrement, parce que moi, en tant que responsable de tout ce processus aussi, je dois vous dire que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile de suivre dans le détail, évidemment, à mon niveau, mais c'est pour ça qu'on va faire cet audit, pour vraiment faire ressortir ces choses-là si elles existent. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est que les différentes étapes, et puis on pourra une fois les détailler, les différentes étapes, même s'il y avait un élément comme ça, est balayé assez rapidement s'il n'y a pas des vraies compétences derrière. Alors je sais qu'il y a des gens qui estiment que c'est de l'enfumage quand on parle de compétences et tout ça. Ça m'intéresserait bien une fois de débattre par rapport à ça, parce que sincèrement, quand on est sur des logiques de compétences, mais pas seulement des compétences métiers, mais globalement du savoir-être, et que le processus de recrutement que nous avons en place passe par différentes étapes et est suivi et avec des décideurs de différentes personnes, de différents domaines, vous n'avez pas seulement une personne qui décide et qui suit, vous avez plusieurs personnes. Donc le risque, entre guillemets, d'arriver sur un élément comme ça qui passe est très très faible. Je ne peux pas l'exclure, mais c'est ce qu'on fera comme discussion par rapport à ça. À part vous dire qu'on va être transparent puis faire le boulot à fond, on ne peut rien vous dire d'autre, on ne peut pas vous livrer les conclusions de quelque chose qui n'existe pas encore. Oui, commençons peut-être par vous. Madame Madame Pravachetti, est-ce que l'audit se penchera aussi sur la gestion des allocations des ressources humaines, c'est-à-dire vous parlez que 50% de vos collaborateurs vont être renouvelés, est-ce que vous allez aussi entreprendre deux choses, une pensée sur réduire certains départements pour être plus alignés sur les autres régies, un exemple tout bête, vous êtes 6 porte-parole, au SIG, au HUG, ils sont 3 porte-parole. Au TPG, ils sont 1 porte-parole. Première question. Deuxième question, est-ce que cet audit permettra aussi de repenser la rémunération pour rappel, sauf erreur, vous êtes, M. Kramer, offusqué de certaines rémunérations des régies et en disant que c'était indécent. Est-ce que vous estimez toujours que le salaire du directeur des SIG est indécent ? Je ne sais pas qui a dit que c'est indécent, ça m'étonnerait que ce soit moi, mais peu importe. J'ai dit que le salaire des directeurs de SIG était indécent, j'ai dit ça. J'admets très volontiers que ce sont des salaires indécents. J'aimerais avoir... Non, février 2018 dans la matinale de la RTS. En février 2018 dans la matinale de la RTS, il devait y avoir tout un contexte, parce que ce que je peux vous dire... non, c'est pas le contexte des salaires. Devait y avoir, on devait être dans un... Donc, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux directions générales, on peut en penser ce que l'on veut, mais on est sur un marché.
Ce marché, ça veut dire que la personne qui vient travailler chez nous, elle sait à peu près ce que gagne son collègue d'une entreprise comparable en Suisse, et que, disons, pour l'intérêt du travail que nous offrons et qui est réel, parce que une entreprise multifluide dans un canton avec tous les défis dont je vous ai parlé, l'intérêt lui-même justifie que l'on soit peut-être pas trop gourmand sur le salaire, mais après il y a des limites, j'entends. Vous n'allez pas non plus accepter d'être payé moitié moins que votre collègue. Donc ça, on peut penser que c'est des salaires très élevés. Je veux bien vous le redire une deuxième fois que moi je ne suis pas un fan des gros salaires, mais à l'arrivée des courses, vous devez recruter sur un marché. Et si, ma foi, pour avoir un directeur compétent, vous devez payer quelque chose qui ressemble de près ou de loin à la façon dont les directeurs sont payés dans les autres entreprises comparables, voilà, quoi, vous êtes juste sur un marché. Et puis alors, c'est pas dans le domaine de l'énergie que les salaires sont le plus élevés, vous le savez bien. Je peux vous donner un certain nombre d'entreprises publiques ou parapubliques où on parle de montants différents. Maintenant, en ce qui concerne l'audit sur les processus de recrutement, non, je vous ai indiqué. Si vous commencez à faire des audits qui parlent de tout et de rien, vous allez aussi avoir une réponse qui va partir un peu dans tous les sens. Donc l'audit, il est très clairement ciblé sur cette problématique de est-ce que nos procédures sont là pour empêcher que des gens soient favorisés, est-ce que des gens sont favorisés dans certains cas, etc. C'est très cadré par cela. Au-delà de cela, la question même de la stratégie de recrutement, c'est-à-dire est-ce que quand il y a quelqu'un dont le métier consiste à relever les compteurs, qui est un métier qui est en train de disparaître avec des systèmes de comptage à distance, est-ce qu'il faut le remplacer par un releveur de compteurs ou bien par quelqu'un qui a d'autres compétences? Toutes ces questions, c'est des questions qui relèvent de la stratégie de l'entreprise, et on l'a évoqué assez brièvement, mais peut-être ça justifierait une fois qu'on prenne beaucoup de temps sur ces questions de recrutement. Le fait d'avoir autant de personnes que nous devrons remplacer, c'est un défi, évidemment, mais c'est aussi une opportunité. C'est l'opportunité chaque fois de se reposer la question de savoir est-ce que le poste que nous remplaçons, il doit être remplacé à la même chose, 1-1, ou bien au contraire, est-ce qu'on doit en profiter pour redéfinir le poste? Est-ce que l'organisation que nous avons en place, elle est adéquate, ou bien est-ce qu'on ne devrait pas en profiter pour redéfinir l'organisation? Et toutes ces questions, bien sûr, on doit se les poser. Il y a déjà une décision qui a été prise, mais c'était un conseil d'administration, ça a été prise il y a déjà un certain temps, qui consiste à dire, chaque fois que cela est possible, procédons pas immédiatement au renouvellement, attendons 6 mois pour se donner le temps de réfléchir sur les qualifications dont on a besoin. Et puis des fois, effectivement, comme vous le suggérez, quand on attend 6 mois, on se rend compte que ça marche tout aussi bien avec une personne au moins. Et puis à ce moment-là, ça permet de constater que peut-être là, il y a un poste qui pourrait être redéployé dans un autre domaine où il y a plus d'attente. Donc ça, c'est une mesure qui est prise immédiatement. Et pour le reste, sur la réflexion stratégique sur le renouvellement du personnel, quelles sont nos attentes, comment ça doit fonctionner, etc. Ça relève du conseil d'administration. Il y a une commission qui s'appelle Nomination et Rémunération, qui se réunit régulièrement, puis on parle de ce genre de choses dans cette commission. Oui, continuez, poursuivez votre question. Vous parliez que vous vouliez avoir une meilleure communication, redonner la confiance aux politiques et notamment aux médias. J'ai peut-être été un peu trop complet. Vous justifiez 6 porte-parole au SIG pour 1600 collaborateurs, alors que les HUG ont 3 porte-paroles et les TPG un seul. Je prends note de votre question. Je veux bien examiner ça de plus près. Je sais aussi, parce que dans des fonctions antérieures, j'ai été conseiller d'État et je sais quel genre de structure de communication j'avais mis en place au sein du département. À mes yeux, la communication est quelque chose d'opérationnel. La communication, elle n'est pas là pour faire reluire le magistrat ou pour mettre en avant les performances des uns et des autres. La communication, ça doit être quelque chose d'opérationnel. En d'autres termes,
Et je vais vous donner un exemple qui, à mes yeux, est très important et qui, pour moi, est une référence. C'est la gestion des déchets. Et maintenant, c'est les SIG qui s'en occupent. Quand j'ai pris mes fonctions de conseiller d'État, le taux de récupération des déchets à Genève était de 15%. Et il était de 40% à peu près en moyenne en Suisse. Quand j'ai quitté mes fonctions, il était de 35 ou de 38% à Genève. Donc on avait, dans l'intervalle, la moyenne suisse avait un petit peu évolué, on avait rattrapé. Nous l'avons rattrapé comment? Alors que tous les cantons suisses aujourd'hui, sans exception, connaissent la taxe poubelle, on n'a pas voulu introduire cela à Genève. Donc on l'a rattrapé par 2 mesures. Multiplier les lieux de récolte des déchets et la communication. Faire passer auprès des personnes que trier ces déchets, c'est quelque chose d'important et qu'il faut le faire. Et dans les autres cantons suisses, quand j'allais dans des coordinations intercantonales, on me disait « tu es complètement fou, ça ne marchera jamais, c'est pas comme ça que ça marche, il faut instaurer une police des poubelles, etc. » Eh bien, par la communication, on y est arrivé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la chose suivante. C'est 1, la communication, selon ce que vous en faites, ça peut être un outil opérationnel. Ça peut être quelque chose qui vous permet de faire des économies d'énergie, ça peut être quelque chose qui vous permet de faire des économies sur l'eau. À cet égard, je regrette qu'on n'ait pas été plus nombreux lorsque j'ai fait une conférence de presse sur la consommation d'eau de robinet à Genève par rapport à l'eau en bouteille. Ça peut être quelque chose, et c'est très précisément ce que nous faisons avec les carafes. On a fait passer les bouteilles d'eau de robinet sur les tables d'à peu près 50 ou 60%, ce qui était le cas il y a 15 ans, à 92%. La communication, ça sert à ça. Puis la communication, ça peut servir à toute autre chose. Donc ça dépend quels sont les objectifs que vous assignez à la communication, et selon l'objectif que vous assignez, il faut lui donner les moyens adéquats. Alors moi, je ne sais pas si ceux qui communiquent au HUG, ils sont là pour expliquer aux gens qu'ils ne doivent pas tomber malades, ou si ceux qui communiquent au TPG, ils seront là pour leur expliquer qu'ils doivent prendre les transports publics. J'ai plutôt compris que c'est la tâche de l'État. Mais enfin voilà, ça dépend vraiment de ce que vous en faites. Donc je ne vous fais pas de langue de bois en vous disant je prends votre question, on l'examinera. J'ai également perçu, mais je suis là depuis le début du mois de février, que la façon dont fonctionne la communication à SIG est assez complexe, la communication interne, externe, etc. Il y a certainement des choses à revoir là-dedans, mais franchement, je trouve que ce serait injuste de dire, vous savez, la communication, la moitié des gens qui y travaillent, ils font rien. Je ne vais juste pas vous dire ça. Voilà. Est-ce que c'est de la langue de bois ou bien est-ce que ça vous convient comme réponse? Puis si vous voulez que je poursuive, dites-moi ce que vous souhaitez encore savoir. Bon, ça va. Une autre question? Oui. Un des malaises autour de cette affaire Brunier, c'est le nombre de personnes, de membres de sa famille au sein d'entreprise. Est-ce que vous envisagez de limiter le nombre de personnes par famille, ou est-ce que, parce que 4, ça paraît pas mal, c'est trop, ou il en faut plus, il faut... Et sur combien de temps? Est-ce que ça marche sur 20 ans, sur 15 ans, sur 3 mois? Écoutez, c'est une réflexion astucieuse. Et puis c'est clair que lorsqu'on verra le rapport qui va nous être communiqué, on va peut-être intégrer cela dans des propositions qui pourraient être faites. Mais je dois vous dire, pour le moment, encore une fois, on attend le résultat d'un audit, et ce résultat, on ne va pas l'avoir dans 1000 ans, on va l'avoir dans 2 mois probablement. Au pire, au pire, ce sera à la fin de l'été, donc c'est assez vite, et puis on aura l'occasion d'en reparler tranquillement. Mais commencer maintenant à faire des scénarios, ça me paraît un peu audacieux. Voilà, oui. On comprend dans cette question de recrutement, il y a la directive SIG, et il y a le côté un peu moral ou disons éthique de la chose. Moi, j'aimerais juste que vous précisiez votre position par rapport à ça. C'est où qu'en gros ça devient problématique pour vous? C'est uniquement si M. Brunier aurait activement soutenu la candidature d'un des membres de sa famille? Pour moi, c'est ça le problème le plus délicat. Parce qu'après, et on peut se poser cette question, si on rentre sur comment les choses peuvent être perçues, vous rentrez dans un domaine qui est très difficile à se traduire de façon normative. D'abord parce que, comment vous tracez le cercle des proches? C'est pas évident du tout.
vous pouvez vous sentir beaucoup plus lié et redevable à l'égard de quelqu'un qui est un bon ami, à l'égard de quelqu'un qui a été votre entraîneur de football, qui a été l'instituteur que vous avez apprécié comme élève, plutôt qu'à l'égard de votre cousin qui vous a toujours cassé les pieds et qui passe son temps à vous toper. Donc, c'est pas... vous voyez, tracer les cercles, c'est compliqué. Intuitivement, mais vous me demandez je vous demandez de faire exactement ce qui m'a été demandé tout à l'heure. On verra. Je ne vais pas trop m'engager. Mais il y a en tout cas 2 éléments qui me semblent relativement clairs. L'un sur lequel on ne peut pas transiger, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des interventions dans les recrutements. Parce que si vous faites ça, vous pourrissez les choses. C'est pas juste qu'il y a celui qui ne connaît personne, puis celui qui a des copains, et puis qu'il y a une différence entre les deux. Ça, c'est pas acceptable. Et ça, je crois que c'est une ligne rouge absolue. Si on voit que nos procédures sont pas suffisamment adéquates pour cela, il faudra qu'on les change. Si on voit qu'elles n'ont pas été respectées dans un certain nombre de cas, il faudra qu'on examine de façon très précise pourquoi ça n'a pas été le cas. Après, il y a d'autres questions qui peuvent se poser et qui peuvent être, par exemple, la problématique du rapport hiérarchique. On vous a indiqué tout à l'heure que Christian Brunier a estimé, et je pense que c'est une attitude extrêmement éthique de sa part, qu'il ne devait pas avoir de rapport hiérarchique avec un proche. Ça, c'est une question que l'on peut se poser. On peut s'en poser d'autres encore. Mais encore une fois, plus on s'éloigne de cet élément qui me semble incontestable, il ne faut pas favoriser les autres, plus on rentre dans des zones où il sera vraiment nécessaire qu'on se coordonne avec les autres établissements publics, avec l'État, pour que chacun ait un peu les mêmes pratiques, parce que sinon ça ne va pas non plus. Désolé de ne pas être plus précis, mais j'attends quand même de lire ce que l'on va me dire. Vous savez, si vous posez des règles puis qu'elles sont respectées, je ne commence pas à... Le problème, c'est qu'il ne faut pas favoriser les gens, mais il ne faut pas les défavoriser non plus, parce que sinon aussi, c'est une autre injustice. Si vous commencez à dire « Ah ben tiens, un tel, pour éviter d'être critiqué, on va refuser de l'engager parce qu'il est proche d'une façon ou d'une autre », c'est pas très juste non plus. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Oui ? Que si le rapport de l'audit indique qu'il y a eu une intervention active, que ce soit du directeur ou que ce soit dans un autre recrutement, la personne devra quitter son poste. Là où les personnes qui ont bénéficié de cette intervention active devront quitter les SIG. Non, ça évidemment je ne l'affirmerai jamais, mais ce que je vous affirme de façon... Non, ce que je vous affirme de façon catégorique, c'est que, comme nous l'avons fait pour le rapport de la Cour des comptes, les recommandations des rapports d'audit seront mises en œuvre. Après, vous savez, même le code pénal suisse a ceci de beau par rapport à d'autres codes pénals d'autres pays, c'est qu'il laisse toujours une latitude d'appréciation au juge. Et dire... il n'y a que la charia qui a un catalogue de sanctions et qui vous dit si vous faites ça, voilà la sanction. Donc non, je ne peux pas vous l'affirmer, mais ce que je vous affirme de façon très sereine et très déterminée, c'est que les recommandations des audits, que les recommandations de l'enquête administrative que nous avons lancée seront tous mis en œuvre. Ça, je vous l'affirme. Voilà. Autre question ? Oui. Vous savez d'ailleurs que c'est un principe, je dois faire un peu le juriste, constitutionnel que l'exercice du pouvoir d'appréciation, le principe de proportionnalité, etc. Vous trouvez ça dans les premières dispositions de la Constitution suisse, qui est une très belle constitution. Oui. Moi, j'aimerais vous poser une question un peu plus globale, vu un peu d'extérieur. Moi, je suis suisse-allemand. Si on regarde ces derniers temps, il y a d'abord le père de Madame Barkman au niveau du Conseil d'État. Il y a l'affaire à la ville avec Madame Perler. Maintenant, il y a les SIG avec M. Brunier. Enfin, Madame Perler, vous êtes un peu dur avec Madame Perler, qui est une amie à moi. Voilà. Je crois que c'est plus exact de parler de sa directrice. Est-ce que vous faites un lien entre ces différents
épisodes ou absolument rien du tout? Est-ce que c'est un hasard que ça tombe en quelques semaines, toutes ces affaires différentes, ou quel est votre regard sur cela? Écoutez, moi, je n'ai aucune appréciation sur ce genre de questions. Je ne veux pas commencer à... Il y a peut-être un moment, il faudra interrompre cette conférence de presse. Moi, je veux bien vous répondre sur des questions factuelles, mais je ne peux pas vous répondre sur des impressions, des états d'âme, ce que je trouve beau ou pas beau, etc. Ça n'a rien à voir. Je préside une institution publique. Ma responsabilité, c'est de faire qu'elle fonctionne. Je pense qu'il est important d'être transparent. Je pense qu'il est important de livrer les informations que j'ai. Et puis, ma foi, je veux dire... livrer mes états d'âme, je ne pense pas que ça a lieu, en tout cas pas dans ce contexte. Donc, je n'ai pas d'état d'âme. Oui. Je pense que la question est trop précise, mais c'était quand même, est-ce que pour les 4 cas qui ont été révélés dans la presse, est-ce qu'on savait le nombre de candidats qui avaient postulé à ces fonctions? Ou le nombre de dossiers reçus? Encore une fois, on fait exactement un audit pour savoir toutes ces choses. Je ne sais pas s'il y a des réponses immédiates, on peut les donner, mais si on veut répondre de façon factuelle, c'est très dangereux de vous dire c'était 8, 15, puis après on dit mais non, vous t'étais trompé, c'était juste 2. Attendons, on aura les chiffres, il y aura tout. C'est compliqué de parler de choses qu'on ne connaît pas. Oui. Non, M. Brunier, il est profondément blessé. Il a le sentiment d'être victime d'une grande injustice. Et voilà, donc c'est ça son sentiment. Et il trouve qu'on lui reproche des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est pour ça, justement, qu'il a décidé de quitter l'entreprise. Mais à ce stade, moi, j'ai plus envie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. La boucle est bouclée. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Encore un mot. Vous avez beaucoup entendu parler de la date du mois de juin. Moi, je pense que ce serait assez adéquat que l'on puisse se revoir. Par exemple, justement, avant la fin du mois de juin, lorsque on aura le retour sur un certain nombre de ces audits et de ces enquêtes administratives. On ne les connaîtra pas tous, mais tout ce qu'on aura, on pourra le livrer, le partager avec vous. Vous dire aussi quelles actions et quelles réflexions cela nous inspire. Et puis pour le surplus, on verra à ce moment-là si ça fait un sens de se fixer un nouveau terme, je dirais cet automne. L'idée, c'est de garder le contact. L'idée, c'est de vous dire ce que l'on sait. Et puis voilà, vous ne m'en voudrez pas de ne pas trop vous faire part de mes états d'âme sur les choses. Je ne pense pas que ça soit utile à quoi que ce soit. Le public, il a besoin d'être informé sur ce qui se passe.